Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous, prenez place. On va demander à M. Guichard de faire l'appel. Du coup, tu veux pas mettre la scène complète? Oui, Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Delmarès Frédéric, Priolo Jonathan, Chaplet Jean-Jacques, Dupuis Olivier, Moron-Pétou Thierry, Castin Alain, Pradier Serge, Deltaï Pascal, Gauthier Christophe, Fray Roland, Goubi Cyril, Bancal Fatia, Bordonnat Christian, Marc Liturgie absent excusé, Casse Jean-Pierre, Dessage Jean-Louis, donne pouvoir Anthony Castin, Bourdin Sébastien, donne pouvoir à Christophe Gauthier, Liabas Pascal, Vicentini René, Delair Arnaud, Jean Jean-François, Portolan Jean-Claude, Droy Jean-Michel, Dorange Michel, Déton Michael, Prévost Pascal, Tégérido Julie, Ruet Fabien, Rouen Laurence, Bonami Jean-Claude, Thérault Michel, Maryse, Roche Maryse, Blondin Francis, Laroche Catherine, Fort Jean-Pierre, Bail Josie donne pouvoir à Florence Malga, David Bordier, Christophe, Présent. Carraon Joël donne pouvoir à Christian Bordenave, Vergnol Patrick, Gouze Didier, Delphine Michel, Capuron Didier, François Christine donne pouvoir à Jean-François Jante, Prolan Eric, Puy-Poncher Philippe, Malga Florence, Mamès Luc, Simonet Jacqueline, Potron Marie-Lise, Molton Marjorie, Andrieux Marie-Claude, Scotty Marie-Hélène, Bassi Georges, Fradin Stéphane, Benfedou Ladib, Castin Anthony, Trapi Gérald, Serroc Bonin Marion, Braco Céline, Guichard Emmanuel présent, Lougra Cédric, Lehmann Hélène donne pouvoir à Emmanuel Guichard, Wenberg Joaquina donne pouvoir à Joël Issus jusqu'à son arrivée, Fauvel Paul, Gondono Corinne, Banquet Alain, Arnoux Catherine, Issus Joël, Lacombe Lionel, Davo Catherine donne pouvoir à Jean-Claude Bonamy, Grégoire Philippe, Cornet François. Merci. Merci, Monsieur Guichard. Merci beaucoup. Je vous propose comme secrétaire de séance Madame Maryse Roche. Si vous l'acceptez, pas d'objection, merci beaucoup. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 2 février. Avez-vous des objections? Cyril n'a pas d'objection, donc je pense que ça devrait aller. Merci beaucoup, Cyril. Vous êtes d'accord pour l'ordre du jour? Ça pas de changement prévu. Avant de passer la parole à Jean-Jacques, je voulais vous dire quelques mots très rapides. On est dans la continuité malgré tout de notre débat d'orientation budgétaire, donc il n'y a pas non plus matière à s'étendre. Je voudrais revenir sur l'épisode climatique que nous avons vécu parce qu'il a quand même été assez particulier dans sa multitude de facteurs en fait. Son intensité, sa durée, les cumuls et puis ses conséquences. Des inondations importantes à Bergerac. Donc je dois avoir une pensée pour les personnes sinistrées. C'est pas parce qu'il fait soleil que les stigmates de cet épisode sont effacés. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Vous savez, de par ma profession, je suis aussi assez attentif à ces phénomènes climatiques. Puis alors là, a fortiori, tant en amont de ce secteur le plus touché de notre territoire, même s'il y en a eu d'autres, à la Mosille et à Pombonne, les cours d'eau ont vraiment débordé de manière très significative. Je n'avais jamais vu ça. C'est quelque chose, certains parlent d'une crue centennale, 70 ans, 80 ans. Enfin, en tout cas les Bergeracois du quartier, partie des habitants du quartier nord de Bergerac ont été inondés, et c'est pas commun. Alors, plusieurs enseignements, je ne veux pas tirer de conclusion, parce que ce sont des phénomènes complexes. On ne peut pas tout de suite trouver des solutions, parce que les solutions, elles sont multifactorielles. Il n'y a pas un facteur qui nous permettra de lutter contre ces phénomènes-là et leurs conséquences.
Mais en attendant, on a pu constater que les travaux que nous avions faits sur le sud de Bergerac notamment, mais ailleurs aussi, ont porté leurs fruits, parce que là, sur le sud, fort heureusement, malgré ces épisodes-là, je pense au Tounet, au secteur de Gabanel, etc., on n'a pas eu ces conséquences-là. Donc on sait aujourd'hui que quand on planche sur des situations et qu'on essaie de travailler pour les résoudre, on peut y arriver. Je resterai quand même très prudent. Il y a un moment donné, quand les phénomènes sont trop violents, vous savez comme moi que l'eau, on ne l'arrête pas. Et l'eau, à un moment, il faudra qu'elle passe. Quand il y en a beaucoup comme ça, il faudra qu'elle passe. C'est un peu ce qui s'est passé lors de cet épisode. Néanmoins, on sait qu'il y a des ouvrages qui n'ont pas pu être manœuvrés. On sait que voilà, il y avait des endroits qui auraient pu être davantage nettoyés. Je veux rappeler quand même qu'on est sur du domaine privé. Normalement, le domaine privé, ce sont les habitants qui jouxtent ce domaine privé qui doivent l'entretenir. Ça, c'est de la théorie, c'est la loi en tout cas, comme les ouvrages d'ailleurs. Les ouvrages doivent être manœuvrables d'abord, parce que souvent ils dysfonctionnent, on s'en est aperçu lors de cet épisode, et donc impossible de les manœuvrer, et on doit les manœuvrer en période de crue. Les propriétaires doivent ouvrir les pelles en période de crue. Voilà, donc c'est un peu compliqué, on ne va pas accabler les propriétaires, mais vous voyez que tout ça est à gérer avec prudence. Les services de la GEMAPI ainsi que les services techniques de la ville et de la CAB ont été à pied d'œuvre à l'unisson pendant plusieurs jours, et ça aussi on peut le souligner. Donc c'est vrai qu'on a fait de notre mieux collectivement pour soulager les habitants. Et je crois que bon, ça a été fait au mieux. Donc je veux aussi saluer les services de la CAB en astreinte pendant 2 jours, 2 nuits consécutives. C'était assez lourd. Et saluer aussi le travail des élus et des employés des communes, parce qu'il y a des communes qui, fort heureusement, se sont débrouillées toutes seules, ce qui a permis que celles qui ne pouvaient pas le faire, on a pu les aider plus efficacement. Donc ça, je trouve que c'est bien. Continuons comme ça. Et puis, vous dire que, bon, on peut pas... on ne va pas répondre aux problématiques que je viens d'évoquer comme ça d'un coup de baguette magique, mais on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc je voulais vous proposer ce soir de faire un effort substantiel sur la voirie. La voirie, pourquoi la voirie? Parce qu'elle est impactée par les inondations, mais la voirie est aussi sur les ouvrages. C'est des choses immédiates sur lesquelles on peut agir dans l'urgence pour à la fois montrer à notre territoire, à nos habitants qu'on n'est pas insensible à ce qui s'est passé et qu'on souhaite faire un effort. Donc je voulais vous proposer une somme d'1 million d'euros supplémentaires. Voirie, inondation, on l'a appelé comme ça. Vous le verrez, on vous propose de le rajouter dans le budget ce soir. Il n'est pas inclus, mais on pourra mécaniquement, Jean-Jacques vous en parlera tout à l'heure, l'illustrer très rapidement si vous n'êtes pas contre. Et pourquoi peut-on faire ça? Parce que, vous le savez, mais on va le voir se confirmer ce soir, notre situation financière est bonne. Et que les efforts, quelquefois, certains se demandent pourquoi on cherche à avoir une épargne aussi solide. C'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des coups durs et on peut agir, on peut réagir dans des moments de difficulté. Donc je crois que ça, c'est un point important pour notre territoire. Et en tout cas, pour le président, c'est un plaisir de pouvoir intervenir quand il y a besoin, si évidemment vous le confirmez, sur des épisodes comme ça. On l'a souvent fait d'ailleurs, on l'a fait sur la Monzie Saint-Martin pour curer des fossés, je crois il y a 2 ans. Enfin, on a essayé à chaque fois d'agir au plus vite, parce que souvent, ce qu'on nous reproche, c'est l'inertie, c'est de réfléchir beaucoup, longtemps. Il faut le faire quand même, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les solutions ne sont pas si évidentes que ça. On peut se tromper. On avait parlé je repense aux situations d'inondation du sud de Bergerac. On avait pensé qu'il suffisait de faire des bassins de rétention et que le tour était joué. Et en fait, pas du tout. Quand les calculs et les modèles se sont imposés à notre réflexion, on a vu que ce n'était pas la solution. Donc on nous a proposé d'autres solutions, des anti-retour, du nettoyage, enfin une combinaison de facteurs qui ont fait qu'on arrive. Donc il va falloir quand même réfléchir un petit peu avant de penser appliquer des solutions. Mais ça, vous le savez, c'est la GEMAPI, on a des services qui sont capables de le mettre en œuvre, et on le fera dans les semaines qui viennent. Sur les inondations, je viens de le dire,
beaucoup reste à faire. Il y a des situations très critiques, j'y pense vraiment très souvent, et on partage ça avec les maires concernés. Je pense à la Force. Il y a une situation très délicate, donc avec une problématique de propriétaires, de compréhension. Voilà, c'est assez délicat, mais à chaque fois qu'il pleut, je crois qu'on s'appelle souvent avec Serge et on se demande quand est-ce que ça va lâcher. Et puis il y a d'autres situations sur les communes un peu partout et vous les connaissez évidemment mieux que moi. Je voudrais aussi passer à un autre sujet. On est sur la soirée de notre dernier conseil communautaire de la mandature. Je voudrais saluer tous les maires qui ont décidé d'arrêter, vraiment les saluer chaleureusement parce qu'ils ont beaucoup donné pour leur territoire, beaucoup donné pour leur commune, et on sait tous qu'aujourd'hui c'est devenu de plus en plus exigeant parce que la situation est un peu anxiogène et nos concitoyens étant anxieux, quelquefois ça se répercute par des relations un peu compliquées, donc on le sait tous. Et du coup, certains ont décidé d'arrêter parce que ils en ont eu assez ou ils ont assez donné. Et donc je voudrais vraiment les saluer ce soir, je ne vais pas les citer. Sur la crue de la Dordogne, juste pour faire un clin d'œil, on a été sur un épisode il y a eu plus fort que ça. On a quand même atteint 2200 mètres cubes seconde. C'est un débit quand même assez important. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que en fait, les barrages en amont ont retenu 800 mètres cubes seconde. Le barrage de Bord-les-Orgues manquait un peu plus de 40 mètres. En l'espace de 4 jours, il s'est rempli de 30 mètres. Imaginez à Bergerac 800 mètres cubes seconde de plus que les 2200. Vous avez vu le niveau qui a flirté avec Kessirano. Donc vous voyez, un gros tiers de plus, ce que ça aurait pu donner, ça aurait eu des conséquences. Et on voit bien le rôle que peuvent jouer aussi ces barrages sur la rivière. Je termine, pour ne pas être trop long, sur quelques mots sur le budget, puis je laisserai Jean-Jacques rentrer dans les détails. On a aujourd'hui près de 13 millions d'euros en report de fonctionnement au 002. Vous connaissez ce chapitre. C'est un bon résultat qui nous permet aussi d'assurer l'avenir et de nous garantit de sécuriser nos ratios. Donc aujourd'hui, on a ce capital en réserve. 4,4 millions d'euros ont été inscrits au 1068 en réserve d'investissement. Ça nous permet aussi de faire face à la situation. Donc on est toujours dans le souci de consolider notre épargne brute, épargne nette, parce que c'est les ratios qui déterminent. Alors certains pensent qu'on pourrait dépenser davantage. C'est vrai qu'apparemment on pourrait se dire pourquoi ne pas piocher dans ces réserves. Eh bien en fait c'est pour garantir que notre capacité à investir soit pérenne. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pas pour se faire plaisir. Vous verrez, vous l'avez sans doute déjà remarqué, la principale recette en investissement, c'est justement notre capacité à investir. C'est l'autofinancement pour 9,4 millions. Et donc c'est évidemment ce qui permet de dynamiser notre investissement, puisque ce soir, vous le savez, on va présenter un investissement sur 2026. C'est pas un budget de transition, c'est un vrai budget dans la continuité, qui était prévu à 27 millions d'investissements. Si on rajoute, si vous acceptez 1 million de plus, ça fera 28, ce qui n'est pas si mal, je crois, pour ce dernier budget. 2,8 années de désendettement. Donc c'est aussi quelque chose dont on peut collectivement être tous fiers, je le pense en tout cas. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais vous dire. Évidemment, on y reviendra tout au long de la présentation. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Et je vais passer la parole à Jean-Jacques. Monsieur Vicentini. Oui, je voulais simplement intervenir parce que tu as parlé tout à l'heure de l'eau, des inondations, c'est très bien. Mais moi, j'ai vécu un fin de mandat atroce. J'ai eu une coupure de courant de 5-6 jours. Pour pallier à ça à la population, je peux vous assurer que c'est pas évident que ça.
Et les secours que j'ai vus autour de moi, je peux les compter. Par contre, toutes les assommés que j'ai pu avoir de la population, parce qu'on ne supporte rien plus. Moi, j'ai vécu 19 jours d'arrêt de lumière. Les gens, au bout de 48 heures, ils commencent à tirer la sonnette d'alarme. Et puis vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez expliquer qu'il y a les hautes tensions, les moyennes tensions, la basse tension, et par priorité, on fait la moyenne tension pour alimenter la basse tension. Ils s'en foutent totalement. Ce qu'ils demandent, c'est la lumière. Et ce qu'ils demandent, c'est des aides. Et puis, moi, je n'ai pas pu aider à tout le monde. Et je peux vous assurer que pendant une semaine, j'ai été photographié de tous les bords. C'est pour ça que je tenais à vous le dire. Et pour ma fin de mandat, je peux vous assurer que c'était atroce. Et oui, la patience, c'est une vertu qui se perd. Je sais qu'Alain Castan a beaucoup œuvré, malgré tout, pour nous aider on a tous été touchés par ces coupures d'électricité. Et René, tu as raison, hein, c'est vrai que on n'est pas habitué à être contrarié. Quand on sait que pour changer un pylône, il faut faire venir une pelle mécanique pour y accéder, parce que la mancelle ne pouvait pas y aller, ça a mis 1 jour et demi à 2 jours. Alors il faut que les gens comprennent aussi. Et ça, voilà. Merci de ton intervention. Thierry, tu voulais dire un mot? Oui, moi je voulais dire 3 mots, 3 choses. 3 bilans. Vous avez vu pendant toute cette période de tempête et d'inondation, on a pu voir dans les journaux télévisés une seule personne. À chaque fois, dans les interventions, on voyait le maire ou les adjoints ou les conseillers. On ne voyait pas forcément, on les voyait en second plan, bien sûr, nos pompiers et la protection civile, mais qui on voyait, principalement la personne dans ce problème-là, c'était le maire. C'était le maire qui était sur le bateau avec ses bottes auprès de la population, ce qui prouve que, et je voudrais saluer l'effort de tous ces élus locaux, et je pense à mon collègue maire, M. Marty, le maire de la Réole, qui a dû passer des moments difficiles parce que eux, ils ont eu l'eau qui s'est retirée que cette semaine, et avec toutes les conséquences, bien sûr, pas d'électricité, pas d'eau potable, et surtout les écoles fermées, etc. Donc c'est vrai que je voudrais saluer, comme l'a dit le président, l'ensemble des élus locaux et surtout le maire qui a été au-devant de tout ça. Le deuxième point, je voudrais remercier la CAB, comme tu l'as dit Fred. La CAB, il y a 2 ans, le 5 mai 2024, on a connu une période de tempête et tornades dans certains endroits du territoire et inondations. Et c'est vrai que dès que je t'ai appelé le soir sur la commune d'Amonzy, au nord de Monteil, on avait à peu près des fossés qui inondaient de partout avec 1,50 m d'eau dans les caves et dans les maisons. Effectivement, cette période a été difficile pour les gens, mais aussi pour les élus, et trouver des solutions pérennes. Et effectivement, tu as su mobiliser tout le monde en 24 heures et tu as débloqué 107 000 € pour la commune de l'Amonzy pour rectifier, reprofiler des fossés et créer d'autres fossés. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème dans ce secteur. Donc merci à Christophe Gauthier qui était venu le lendemain me voir sur le secteur. Et crois-moi, c'est vrai, Christophe, ça criait dans la mairie, les gens venaient. Et malgré ma patience, il faut savoir jongler, comme tu dis, René, c'est pas toujours évident. Mais la seule personne qu'on voit aujourd'hui dans les communes, c'est le maire. Il n'y a plus les instituteurs, le curé, le postier, le chef de gare, il n'y en a plus. Donc c'est le maire aujourd'hui, la seule personnalité. Et le dernier point, donc ça n'a rien à voir peut-être avec tout ce qui vient d'être dit, mais simplement, il y a eu un article qui est apparu sur le Démocrate où quelques chefs d'entreprise ont un petit peu malmené le transport ferroviaire en disant que pour attirer des gens sur le territoire, on mettait plus de 4h30 en venant de Paris pour venir à Bergerac. Le meilleur temps, c'est 3h45, je voudrais quand même préciser. 3h45, le meilleur temps, on a 1,2 million de voyageurs entre Bordeaux et Bergerac, avec bien sûr des gens qui viennent de Paris avec les valises, je les vois souvent. Donc on a un territoire qui est attractif par le train. Aujourd'hui, demander une nouvelle ligne aérienne Orly-Bergerac, pourquoi pas? Mais 400 000 €, c'est encore les collectivités qui allont payer cette enveloppe. Et rappelez-vous l'épisode du saut de puce à l'époque avec l'avion qui arrivait à Périgueux, après redécoller pour venir à Bergerac pour transporter 1 voire 2 personnes. Et à l'époque, je me rappelle, c'était la députée Alain qui me disait j'avais honte d'être dans le seul passager dans l'avion. Donc à un moment donné, et puis après, bon, vous verrez cet article, bon, on dit que les collectivités ne savent pas gérer l'argent public. Bon, c'est vrai que c'est un article qui m'a un peu touché parce que
Ce n'est pas vrai. Le territoire peut être attractif, les gens peuvent très bien arriver, on peut demain travailler sur l'attractivité encore mieux pour un train plus rapide le matin, le soir. J'en parlais avec Christophe Rousseau hier soir. On peut travailler sur le premier train, le dernier train plus rapide. On peut mettre Bergerac à Bordeaux en 58 minutes. Donc ça, je pense que pour la nouvelle mandature, il faudra qu'on travaille sur cette perspective de mettre le train plus vite sur Bordeaux avec une correspondance de 20 minutes à Bordeaux pour avoir un temps Paris-Bergerac en 3h15. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, Président. Il y a quand même des choses qui sont dites qu'il faut quand même savoir rectifier quand ce n'est pas la vérité. Merci. Allez, M. Castin et puis M. Priot. Oui, moi je voudrais répondre généralement, globalement sur le sujet de la tempête, puisque René Vicentini l'a abordé. Bon, bien sûr, de suite, en tant qu'ancien du réseau, je suis intervenu. Il y a une cellule de crise qui a été mise à Bergerac. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis 1999, il n'y avait pas eu de tempête d'une telle violence. Il y avait 350 départs moyenne tension qui étaient tombés dans le département. C'est énorme. Et c'est vrai que immédiatement, la FIR, la force d'intervention rapide d'Enedis, est intervenue. Et ce sont 8 départements qui ont envoyé toutes leurs forces pour aider la Dordogne, sachant aussi que le Lot-et-Garonne et la Gironde étaient beaucoup plus touchés que nous. Et encore en Lot-et-Garonne, il y a encore des gens sans courant, parce qu'il y a des endroits où il y a encore de l'eau. Donc ce qu'il faut comparer, alors en 99, la différence c'est qu'aujourd'hui, le syndicat avait investi plus de 200 millions d'euros sur l'effacement des fils nus. Ça a eu des conséquences, parce qu'aujourd'hui, sur la tempête, Enedis a remonté en gros à quelque chose près en 7-8 jours la moyenne tension. Mais derrière arrivait la basse tension et en 4 jours ça a été plié. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de fil nus et que dans les câbles il reste toujours du courant. Alors que dans la tempête de 99 c'était 16 jours pour la moyenne tension et 22 jours pour la basse tension. Alors vous imaginez l'ampleur, et bien sûr Enedis a fait beaucoup d'investissements sur le département et cumulé avec le SDE24 a permis justement d'avoir des réponses plus rapides et des gens plus satisfaits. Alors c'est vrai qu'on est toujours malheureux quand moi le premier je suis resté 4 jours dans le noir, mais quand vous avez plusieurs défauts sur la même ligne, c'est très, très délicat. Et c'est vrai aussi que dans les conditions, ils ont travaillé dans des conditions climatiques terribles, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir, les arbres tombaient les uns après les autres. Et puis cerise sur le gâteau, il y a eu une autre mini-tempête qui a suivi dans la foulée, au moment où il restait plus à peu près que 1000 clients dans le noir. Il est retombé le dimanche soir, il en est retombé 5000 de plus. Donc vous voyez un petit peu. Mais quoi qu'il en coûte, moi, à travers les gens que j'ai pu voir sur le terrain, aussi bien les élus que les habitants, tous ont dit, s'il reste un service public qui a été présent, c'est Enedis. Et moi, je tenais à remercier quand même Enedis, parce que les agents d'Enedis se sont vraiment démenés. Ils ont travaillé pratiquement de 12 à 15 heures par jour et 7 jours sur 7. Donc quelque part, c'est un vrai service public et ça, il faut l'apprécier. Merci Frédéric. Non, juste un petit mot quand même, parce que je voulais aussi remercier l'ensemble des agents de la ville et de l'agglo qui sont intervenus sur les inondations. Bon, on a Virgicru, et c'est vrai qu'on a régulièrement des notes, mais pas sur le codo. Et donc forcément, là, il y avait une attention particulière à avoir. Et lorsqu'on est intervenu, vers 6h du matin, là aussi, je tiens vraiment à remercier les services, alors les astreintes qui étaient présentes, de la ville de l'agglomération, les élus. On s'est eu aussi au téléphone très rapidement pour voir ce qu'on mettait en œuvre. Donc très rapidement, l'agglomération a mis en œuvre un minibus qui nous a permis d'amener les habitants du quartier nord vers une salle municipale où on a pu les accueillir avec le café. Le SDIS, là aussi, je veux vraiment remercier les sapeurs-pompiers. Immédiatement, ils ont pris les choses en main avec un poste de secours, avec des petits bateaux qui sont venus. Et il y a des personnes dont on a été les chercher quand même avec des barques. Donc c'était quand même important aussi de rappeler le travail qui a été mené par l'ensemble et par tout ce collectif-là qui a pu être mené assez rapidement. Quelques petites choses aussi, d'abord sur l'eau, puisqu'on a eu des problèmes avec l'eau potable pour ceux qui étaient alimentés par la source de Morins. Et là, il y a eu un gros travail qui a été fait avec Veolia pour mettre à disposition une salle et pouvoir alimenter en eau potable l'ensemble des habitants. Là aussi, quand on communique sur les réseaux, forcément, on dit bien qu'il faut attendre d'avoir le SMS de Veolia, mais on sait qu'on a toujours des personnes autres qui viennent ou qui n'osent pas boire l'eau du robinet. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie à mettre en œuvre, et ce qu'on a fait. Quant à Enedis, on a été informé de pas mal d'endroits. C'est vrai que sur le quartier de la Madeleine, c'était plus contraint parce qu'on a été informé assez tard.
on a moins pu accompagner les habitants. Donc là aussi, on est en train de travailler avec Enedis pour gagner en réactivité sur l'accompagnement des différents abonnés. Et puis sur le Codo, le service GEMAPI d'agglomération avec les services de la ville, on fait l'ensemble des relevés au niveau des maisons, au niveau des arbres, pour voir un petit peu jusqu'où c'est monté. Le plan PPRI a bien été celui qui était sur le papier, puisqu'on a vu les eaux aller exactement là où c'était positionné. Et je sais que certains permis avaient pu être refusés pour des établissements recevant du public autour de la Brunetière, et finalement, tant mieux, parce que ça a montré, ces inondations, que les terrains avaient vraiment été inondés, donc c'était une vraie réalité. Et puis, aussi remercier le président, l'ensemble des élus, pour ce 1 million supplémentaire de voirie, puisque c'est un effort important, souhaité par le président pour l'ensemble du territoire, à un moment où on le sait, les attentes des habitants, des concitoyens sur la voirie sont importantes, mais d'autant plus avec les inondations, la dégradation supplémentaire des voiries qu'on a pu voir. Alors depuis quelques jours maintenant, avec les beaux jours, l'ensemble des trous commence à être rebouchés, mais là aussi, c'est du sparadrap. On sait très bien qu'il faudra, au fur et à mesure du temps, refaire de la voirie, et là aussi, cette enveloppe, elle est très importante, elle est très attendue, et donc c'est un merci que je souhaitais faire au président ce soir. Merci beaucoup, chers collègues. Pas d'autres interventions. Et on va pouvoir passer la parole à Jean-Jacques qui va nous faire une présentation sous PowerPoint sur l'affectation des résultats. Oui, merci Président. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc le premier point de ce soir à l'ordre du jour, c'est l'affectation provisoire des résultats. Il faut faire cette opération pour nous permettre de bâtir le budget. Le CFU au compte administratif sera validé ultérieurement et je présume par le nouvel exécutif qui sera en place à ce moment-là. Quel est le cadre juridique et les grands principes? Et je remercie Laurent qui a préparé ces slides pour que je ne sois pas trop rébarbatif dans ma soirée. C'est la reprise anticipée permet d'inscrire les résultats au budget dès le début de l'exercice 2026. Les priorités de ces résultats, c'est couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, en incluant les restes à réaliser, affecter éventuellement le solde disponible en fonctionnement ou à l'investissement. Président, vous en parliez tout à l'heure. Concernant le BP, donc sur les résultats provisoires, en fonctionnement, on est à 4 809 000 et en report antérieur 12 554 000, ce qui nous fait un total à affecter de 17 364 788,65 pour être précis. En investissement sur l'exercice, on est à moins 1 412 317 €. On a aussi un report antérieur à reprendre avec un total à affecter en investissement de 2 752 785,38 € avec des restes à réaliser en investissement, ce qui nous fait donc un besoin global de financement de 4 373 576. Donc on affecte en réserve au compte 1068 en investissement ce même montant de 4 373 576 et le différentiel 12 991 212 au compte 002 en fonctionnement. On reprend bien évidemment le déficit d'investissement pour 2 752 785,38 au compte 001. L'impact global de l'affectation, donc 12 099 000 en report de fonctionnement 2026. Qu'est-ce qui nous permet de retenir sur ces points forts? Comme le disait le Président tout à l'heure dans son introduction, ça permet la consolidation de l'épargne brute, la sécurisation des financements des investissements et une gestion équilibrée de tous les budgets annexes, malgré des disparités sectorielles, et on en parle chaque fois, notamment avec le parc aquatique, pour ne pas le nommer. Concernant la synthèse des résultats des zones d'activité économique, Laurent, tu nous l'as mis au tableau. Donc voilà, pour celle de Bougnac, on est à 2 996 € de fonctionnement en positif et moins 135 093 en investissement. Sur les sardines, 176 655 € de fonctionnement en positif et moins 350 126 € en investissement. La tour ouest, presque 100 000 € de fonctionnement en positif et moins 142 000 € en investissement. Le pôle industriel de la poudrerie, 1 088 807 € en fonctionnement en positif et moins 1 166 354 € en investissement.
Cablan, 206 326 en positif en fonctionnement et moins 680 000 en investissement. Les Galinou, 135 764 € en fonctionnement positif et 36 120 € en investissement positif aussi. L'Anxad, 11 965 € en fonctionnement et moins 179 796 € en investissement. Et le dernier, Saint-Lizier, 167 790 € en fonctionnement positif et 59 000 € en investissement aussi en positif. Sur l'assainissement, le budget annexe assainissement, on est à 1 838 939 € en fonctionnement positif et moins 647 905 € en investissement négatif. Le SPANC, donc moins 45 415 € en fonctionnement et plus 17 768 € en investissement. Les transports urbains, donc 914 549 en fonctionnement positif et 210 816 € en investissement, là aussi positif. Sur le parc aqualédique, donc répartition des 160 388 € du résultat pour l'exercice 2026. Donc là, comme sur le BP, on affecte 79 843,28 € pour couvrir le besoin en financement de la section d'investissement et le report en fonctionnement pour le différentiel de 80 545 €. On a un déficit d'investissement qu'on reporte à hauteur de 76 962 €. Sur les autres budgets annexes, donc celui du centre événementiel, on a un déficit de fonctionnement de moins 137 211 € et un déficit d'investissement de moins 1,48 million d'euros. Sur la légumerie, on a un déficit de fonctionnement de moins 27 465 € et un investissement de moins 70 993 €. Et le dernier sur la Réomi, un excédent de fonctionnement de 1,7 million d'euros, un investissement à 0. Voilà, Président, j'ai balayé très rapidement les résultats provisoires de l'exercice 2025. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des questions? Là-bas. Écoutez, je vous propose de voter cette affectation de résultats. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, je vous remercie. On poursuit, Jean-Jacques. Tout à fait. Le point suivant, donc là, c'est la présentation des budgets primitifs 2026 suite au débat d'orientation budgétaire et du rapport d'orientation budgétaire qu'on a présenté début février. Voilà, donc le solde financier de l'agglomération et des compétences stratégiques, c'est la maîtrise des charges générales, notamment les fluides, la vigilance sur les frais de personnel et des recettes dépendantes de l'activité de la fiscalité nationale, permet justement, avec nos réserves, de faire face à ces aléas. Le contexte et les stratégies pour 2026, c'est un autofinancement maintenu à un niveau important, tu le disais tout à l'heure, Président, dans ton introduction, 9,5 millions quasiment, volonté de conserver une épargne nette élevée et de sécuriser les investissements futurs en ayant le recours à l'emprunt de manière parcimonieuse, je vais dire. Le contexte et les stratégies pour 2026, programmation d'investissement ambitieuse et maîtrisée, recherche accrue des cofinancements et donc le délai de endettement y contribue aussi à aller chercher des financeurs. Rester en cohérence avec la prospection financière qu'on a vue au mois de janvier. Concernant la stratégie et le contexte, donc la voirie, inondation, tu en parlais, Président, donc 4 millions d'euros est fléché pour ce thème-là. La proximité, c'est la rénovation de l'accueil de loisirs sans hébergement de tout IFO à hauteur de 2,3 millions. La santé, 2,2 millions et l'habitat pour 493 000 €. Sur l'environnement, 1,2 million fléché pour la voie verte. La GMAPI, 400 000 € et la GPU, gestion des eaux pluviales, 220 000 € et le développement économique à hauteur de 445 000 € sont les postes clés en prévision pour 2026. Le plan voirie, donc inondation avec le schéma, alors je ne sais pas, c'est la voie verte à Tuyères ça ou pas? Non? Oui, justement, voilà, c'est l'écoulement sur la voie verte à Tuyères. Je voulais vraiment préciser que sur ce tronçon, c'est un tronçon qui existait déjà préalablement à la création de la voie verte. C'est du domaine d'EDF.
Voilà, donc c'est vrai que bon, ça nous soulage de côté parce que c'est nos amis d'EDF qui devront prendre en charge ces réparations. Voilà, pas de confusion parce que je l'ai vu un peu en lisant certains commentaires que voilà, c'était pas étonnant que les travaux faits au bord de l'eau et manque de peau, c'est des travaux qui datent d'une centaine d'années, donc c'était pas tout à fait mérité. Voilà. Donc l'ensemble du territoire communautaire est affecté par ces événements climatiques, tu le disais tout à l'heure Fred, et tout le monde l'a connu. La voie verte, donc l'effondrement, on en parlait à l'instant, au niveau de Moulédier et des dégâts sur le tracé. À l'instar de ce qui a été fait en 2024, proposition d'inscrire une enveloppe de 1 million d'euros supplémentaires dès le vote du budget primitif 2026. Tu le disais aussi à l'instant, et le maire de Bergerac nous remercie. N'est-ce pas, Christian Bordelave? Tu me disais que c'était moi qui tenais les clés de la bourse l'autre jour. En un clin d'œil, le budget 2026, donc fonctionnement à l'équilibre en section de recettes et de dépenses à hauteur de presque 60 millions d'euros, en investissement 27,8 millions d'euros et un autofinancement de 9,4 millions sur la section d'investissement, ce n'est pas négligeable. Donc on revient sur la section de fonctionnement, les chapitres qui confectionnent les dépenses. Donc pour les plus importants, les charges à caractère général, le 011, 9 376 000. Les charges de personnel, 18 645 000. Le virement à la section d'investissement, je le disais à l'instant, 9 410 000. Les opérations d'ordre entre sections, donc 5 250 000. Et autres charges de gestion courante, 9 17 750 euros et 805 500 euros de charges financières. Là, on parle des intérêts des emprunts contractés sur la section de fonctionnement. Donc les dépenses réelles de fonctionnement, Laurent nous les a mis sous forme de, je ne sais pas si c'est des bâtonnets, mais bon, c'est pour imager l'ampleur des chapitres en termes de dépenses. Donc les charges générales, je disais 9 376 138 euros, c'est le montant quasiment équivalent à l'exercice 2025. Les dépenses de personnel, 18 645 000 euros, légèrement impactées par la hausse de la CNRACL, ainsi que des nouveaux services qu'on a mis en place en début d'année. Atténuation des produits, la DSC maintenue à 400 000 euros, on avait déjà délibéré sur ce montant pour l'exercice 2026. Le FNJ à hauteur de 857 811 euros, les attributions de compensation, donc 5 381 151 euros, et les reversements de la taxe de séjour à Caissirano à hauteur de 452 000 euros programmés. Les dépenses de fonctionnement sur les autres charges de gestion courante, donc 4 17 750 euros, à laquelle on rajoute les 2,5 millions qu'on avait l'habitude de baptiser dépenses imprévues, mais qu'on trouve dans les autres charges de gestion courante. Les subventions d'équilibre au budget annexe, 2,5 millions pour parer à toute éventualité en fin d'exercice. Les dotations aux amortissements, 5 250 000 euros. Et des frais financiers, je le disais, 805 500 euros. En face des dépenses, on a des recettes. Donc l'excédent reporté, 12 991 300 euros. J'en parlais tout à l'heure quand on a parlé de l'affectation provisoire des résultats. Les prestations de services au chapitre 70 pour 5 872 356 euros. Les impôts et taxes, 10 913 767 euros. La fiscalité locale, 18 427 000 euros. Et les dotations et participations pour 9 507 885, pour ne citer que les chapitres les plus importants. Donc Laurent, tu nous l'as mis aussi en ordre de proportion au niveau des recettes de fonctionnement. Les écritures d'ordre dans les recettes de fonctionnement, donc 1 457 699, c'est l'intégration des travaux en régie et notamment l'amortissement des subventions. Les dotations et participations, 9 507 000 en diminution par rapport au budget 2025, c'est la baisse de la DGF ainsi que de la compensation du foncier bâti et de CFE.
Les recettes fiscales, donc le FPIC maintenu à 800 000 €, le produit de TVA 9 769 000 €, et la fiscalité directe locale, donc pas de prévision de hausse des taux, uniquement la revalorisation prévue par les services fiscaux des bases des valeurs locatives de 0,8%. Et là, on estime à 15 152 000 € de recettes de fiscalité locale. La GEMAPI, donc 215 000 € taxes affectées, et la taxe de séjour, 450 000 € qu'on provisionne en recettes, et puisqu'on a mis le même montant en reversement à Caisse Cyrano. Le versement mobilité, 800 000 €, c'est une recette qui nous vient du budget annexe des transports urbains pour assumer le transport scolaire. Ça va, Président ? On passe à la section d'investissement. Sur les restes à réaliser en investissement, donc 4 251 272 €, composés par des subventions de 3 344 000 et le solde d'un emprunt de 906 675 €. Les restes à réaliser donc en dépenses, pour les plus importants, le fonds de concours aux communes, 2 342 747 €, la véloroute Bois Verte, 279 443 €, la maison de santé du Flé, 546 062 € et les travaux de voirie pour quasiment 470 000 €, pour ne citer que les plus importants restent à réaliser. Sur la PPI, est-ce que tu veux... On en avait déjà parlé, c'est la même qu'on a vue au moment du rapport d'orientation budgétaire. Juste un petite évolution. On avait parlé de 500 000 € de fonds de concours comme l'enveloppe annuelle. Comme depuis 3 ans, on essaie d'aller un petit peu plus loin vu les demandes que nous avons. Donc on vous propose de mettre 700 000 € cette année, donc pour justement accéder à la très grande majorité des demandes. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Sinon, sur le reste, pas d'évolution particulière. Je continue, Président. Donc, sur les dépenses d'investissement, chapitre par chapitre, pour les plus importants, donc le remboursement d'emprunt au chapitre 16, 2 114 515 €, remboursement en capital. Immobilisation corporelle, 2 994 095 €, et les immobilisations en cours, 9 800 000 pour les plus importants. Ce qui nous fait en investissement une projection de dépenses pour l'exercice de 20 977 464 €. Si on prend les reports, on pourrait être jusqu'à 27 849 528 € d'investissement sur l'exercice 2026. Les recettes d'investissement en face, je ne suis pas trop en face du micro, excusez-moi. Donc les nouvelles provisions, donc le virement de la section de fonctionnement, on l'a vu tout à l'heure quand on a balayé les résultats, 9 410 957 €. Les opérations d'ordre entre sections, 5 250 000 €. Les dotations, fonds divers et réserves, 4 373 576 €. Les subventions d'investissement, 1,5 million. Et emprunts et dettes assimilés pour équilibrer la section d'investissement. On est à hauteur de un peu plus de 3 millions d'emprunts, justement, pour équilibrer notre budget. Alors, on est parfaitement dans la trajectoire au niveau de l'emprunt. La trajectoire, c'est 3 millions d'emprunts maximum par an. Même avec 1 million de plus, on est tout à fait dans la trajectoire et on respecte le programme. On passe sur les budgets annexes, puisque là j'en ai fini sur le budget principal. Donc les budgets annexes des zones d'activité économique, je ne vais pas vous relire tous les chiffres avec les équilibres des sections d'investissement et de fonctionnement. Je crois que Laurent l'a mis un peu derrière, un peu plus précis. Bon, voilà, en gros, ce que l'on projette au niveau de l'exercice, ce qui nous fait, si on cumule tous les budgets des zones d'activité économique, un total de 21 452 857. Si vous voulez des précisions, on peut y revenir sans aucun souci. Sur la zone d'activité de Bougnac, juste dire qu'il y a 4500 m² de disponibles et qu'en 2026, il est programmé 1 000 € d'études et 4 000 € de travaux sur cette zone. La tour ouest, on a 17 741 m² de disponibles et on a prévu en 2026 1 000 € d'études et 3 000 € de frais accessoires. Sur les sardines,
On a 26 320 mètres carrés plus 121 000 de surface disponible, puisque donc on a acheté à Tremblay, si je ne me trompe pas. Les dépenses en 2026, on est à 75 000 euros d'études et 7 000 euros de frais divers, et 106 000 euros de travaux sont envisagés sur ce budget annexe. Sur le pôle industriel de la poudrerie, 43 773 mètres carrés de disponibles, 3 000 euros d'études et 2 000 euros de frais divers, ainsi que 20 000 euros de travaux sont prévus. Sur la zone d'activité de Cablan, on a 8 310 mètres carrés de disponibles, 3 000 euros prévus cette année pour la réalisation d'études techniques, et 4 000 euros de frais accessoires et 5 000 euros pour des travaux. Sur les Galinous, donc l'immeuble, c'est là où on loue à WA Conception, qui nous amène une recette de 93 912 euros par an. Et en investissement, on a prévu 5 000 euros d'études et 40 000 euros de travaux. Sur l'Anxad, donc il reste 10 000 mètres carrés de surface disponible, 1 000 euros d'études sont prévus, 3 000 euros de frais accessoires et 10 000 euros de travaux sont inscrits. Sur Saint-Lizier, 24 000 mètres carrés de disponibles, 20 000 euros d'études, 50 000 euros de travaux et 15 000 euros de frais divers sont ouverts. Voilà pour les budgets annexes des zones d'activité économique. Sur le budget annexe de la légumerie, donc les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de 292 070 euros sur les charges générales, donc pour 205 000 euros d'approvisionnement des matières premières et 160 000 euros de charges de personnel. En dépenses d'investissement, on a prévu 20 000 euros de crédit pour des travaux d'aménagement et l'acquisition de petits matériels. En face des dépenses de fonctionnement, les recettes, c'est la vente éventuellement c'est sûr, de produits finis à hauteur de 285 000 euros, excusez-moi Pascal, et les allocations pour 19 500 euros. Le budget annexe des transports urbains, donc les dépenses de fonctionnement, charge générale 447 450 euros. Le transport scolaire en dépenses, c'est les 800 000 euros qu'on verse au BP, et les charges de personnel à hauteur de 800 000 euros. Les recettes de fonctionnement, la vente de billets de cartes, 5 000 euros. Le produit du VM, donc provisionné à 2 millions d'euros. Et la participation de la fondation John Bost, toujours à hauteur de 50 000 euros pour les postes les plus importants. Le budget annexe des transports urbains, je continue sur l'investissement, 185 000 euros sont ouverts avec notamment l'acquisition de matériel pour le service, des frais d'études et des travaux d'aménagement sur les arrêts sont également prévus pour 150 000 euros. Donc voilà, pour les restes à réaliser en dépenses d'investissement, on a 339 310 euros, et notamment c'est l'acquisition des autobus hybrides et matériels qui ont été livrés juste en début d'année. Sur le budget annexe du SPANC, donc là, on en a déjà parlé au moment du débat d'orientation budgétaire. Nous avons décidé de le passer en régie pour l'exercice 2026. Et donc on prévoit dans ce budget donc des charges générales en fonctionnement à 28 300 euros, des charges de personnel à 160 000 euros. En face, on a les recettes de fonctionnement, notamment les facturations des contrôles provisionnées à hauteur de 200 000 euros. Et en investissement, donc on a prévu 30 000 euros pour permettre l'acquisition du matériel informatique et d'un véhicule pour le personnel qui va effectuer ce service en régie. Le budget annexe du parc aqualudique, dépenses de fonctionnement, donc charges générales 799 600 euros, les charges de personnel 1 10 000 euros pour les dépenses, et les recettes, vente de billets, donc 315 000 euros, et cette subvention d'équilibre provenant du budget principal permettant d'équilibrer la section de fonctionnement. En investissement sur toujours le parc aqualudique, les travaux d'entretien à hauteur de 25 000 euros sont prévus, le remplacement de 2 pompes pour 18 000 euros et l'acquisition de divers matériels sont prévus. Les recettes d'investissement, c'est de la dotation aux amortissements pour 295 064 euros. Le budget annexe du centre événementiel
Donc les dépenses de fonctionnement en charge générale 20 000 euros et les frais financiers 229 400 euros. Et en face de ces dépenses, on aura une subvention d'équilibre provenant du budget principal, justement pour, en fin d'année, équilibrer cette section. Les dépenses d'investissement donc, sont prévues à 20 000 euros et le remboursement du capital pour 150 000 euros. Et les recettes d'investissement en face sont constituées essentiellement par des subventions, notamment restant à percevoir pour 433 277 euros. Le budget annexe assainissement, donc les dépenses de fonctionnement, charges à caractère général, 1 034 000 euros, les charges de personnel, 581 000 euros, et les dotations aux amortissements pour 1 685 000 euros. Les recettes de fonctionnement, c'est la facturation majoritairement aux usagers pour 3 900 000 euros de budgété. Donc sur l'investissement de ce budget annexe assainissement, donc les dépenses, le remboursement du capital emprunté est 1 549 000. À ce stade, 122 500 sont prévus pour la réalisation d'études, 5 000 euros pour du matériel de bureau et informatique et 3 millions dans la PPI sont programmés pour de nouveaux travaux d'investissement. Les recettes d'investissement en face, 1 725 249 euros, c'est un emprunt 2025 qui n'est pas mobilisé entièrement, plus des subventions qui restent à percevoir, permettant d'équilibrer cette section. Voilà, Laurent nous a remis la trajectoire, si tu veux dire quelque chose, on en a déjà parlé, sur la trajectoire et notamment sur la redevance qui génère des capacités d'investissement. Si on ne la bouge pas, on est à 2,2 millions, mais si on la bouge, le nouvel exécutif décidera de la bouger, ça nous donne des marges de manœuvre pour augmenter les investissements sur ce budget annexe assainissement. Le dernier, et j'en ai fini, le budget annexe de la ROMI, c'est un budget boîte aux lettres. Voilà, donc on reverse au SMD3 que l'argent que l'on perçoit sur notre comptabilité, à pas mélanger avec les titres de recettes qui sont émis par le SMD3. Bon, un petit mot très rapide sur l'aspect REOMI. Vous avez vu le décalage, hein, il y a un décalage entre les titres émis par le SMD3 et ce qu'on leur reverse. Donc évidemment, on ne leur reverse que l'argent qu'on a perçu. Et donc du coup, il y a 1,7 million qui reste sur les comptes de la CAP par rapport à l'année 2025 et qui seront reversés et cumulés par rapport à 2026. Donc voilà, on court après. Puis après, il y a des annulations de titres et des impayés, on fait des choses à ajuster. Vous savez le détail dans le budget. Et c'est vrai que voilà, à ce stade, on a pu constater qu'il y avait 1,7 million qui n'avait pas été honoré hein, par les habitants. Et donc, bon, c'est assez classique, peut-être un peu plus d'ampleur en cette période-là que par rapport aux autres collectivités, mais ce sont des décalages assez classiques qui ont été constatés lors des transferts et des mises en place de la REOMI sur d'autres territoires. Voilà, chers collègues, y a-t-il des questions? Ça va pour vous? On est d'accord pour mettre ce million supplémentaire? Pas d'objection? Écoutez, la commission de travaux va tenir compte de cette évolution pour essayer de... Voilà, on essaiera quand même de traiter les situations les plus dégradées, les plus urgentes. Voilà, vraiment, comme le disait Anthony lors d'une conférence des maires, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière technique par rapport à la sécurité et on n'est pas dans des arbitrages de quelque autre nature que ce soit. Pas d'intervention, chers collègues? Bon, écoutez, je vais passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre ce budget primitif? Quelqu'un s'abstient? Monsieur Cornet? Je voudrais quand même un peu intervenir, si vous permettez. Je croyais que... Appuyez sur le bouton. Vous savez, dans l'opposition, on n'a pas souvent l'habitude de parler. Donc, si vous permettez, étant quand même vraiment le seul de l'opposition dans cette majorité de la CAB, je veux vous dire que ne m'est pas possible, dans des personnes que je représente dans cette communauté, de voter pour ce budget. Bon, évidemment, il y a un principe oppositionnel. Hein. Un budget est quand même l'acte politique d'une majorité, et quand on ne fait pas partie de cette majorité, on ne vote pas le budget. Ça, c'est bien connu. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres raisons.
Bon, le budget 2026 qui nous a été présenté, il présente évidemment quelques points positifs. Il y a certains équilibres financiers, problèmes de santé, la relocalisation, le soutien aux PME. Il y a quand même aussi des dépenses critiquables, une écologie souvent mal à propos, beaucoup de fonds pour le tourisme, certaines subventions excessives. Alors évidemment, une analyse plus fine des bénéficiaires de chaque poste budgétaire serait nécessaire pour aligner donc le budget que vous nous présentez sur nos priorités. Bon, mais étant seul et sans équipe, je n'ai pas, et n'étant pas un comptable d'élite, suivez mon regard, je n'ai pas les moyens de me livrer une analyse trop approfondie, mais avec mon bon sens populaire et l'avis de quelques amis, je voulais vous dire juste quelques mots. Les dépenses qui sont, à mon avis, acceptables. Bon, c'est sûr qu'il y a, sauf erreur de ma part, hein, les chiffres, il y a peut-être des erreurs, mais je m'en excuserai. 2,2 millions pour la santé, notamment pour attirer des médecins juniors. Et créer des maisons de santé, ça correspond à une de nos priorités. La lutte contre la désertification médicale est une bonne chose. Mais après, rien n'est dit sur la durabilité de ces installations. Malgré la procédure dont vous nous aviez parlé, il y a, lors du dernier conseil, le remboursement prévu pour des obligations non honorées. Moi, j'ai vu beaucoup de reportages où les maires avaient incité des jeunes médecins à s'implanter et qui partaient très vite, malgré des obligations de remboursement. C'est pas... Mais bon, c'est quand même bien d'essayer. Ça, on peut pas dire l'inverse. Mais enfin, c'est quand même à l'État que reviendra le rôle d'une meilleure répartition des médecins sur le territoire national, notamment par une abolition du numerus clausus. Bon, moi, j'espère l'an prochain une saine alternance du pouvoir dans notre pays pour y parvenir. Allez, sur le budget, on est sur le budget. Oui, mais justement, ça, c'est quand même directement lié. Je ne suis pas seul à l'espérer, il y en a beaucoup à Crèce. Hein. Alors, logement pour les médecins. 1,5 médecins pour les logements dédiés aux médecins juniors. Bon, on approuve cette mesure, mais néanmoins, on retombe dans le précédent. Crèche ALSH, 2,3 millions pour la rénovation de l'ALSH de Toutifaux. Et 500 000 pour les crèches. Bonne dépense. Espérons qu'elle soit quand même ciblée prioritairement sur les familles françaises. Ah eh oui. Ah, mais ça... Mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui le souhaitent. Je vous l'ai dit. Et surtout... Restez sur les chiffres. Attendez, vous allez faire mon intervention bientôt. Les zones d'activité économique. Plusieurs zones sont mentionnées, vous l'avez fait à l'instant, Bignac, la Tour Ouest, avec des budgets pour l'aménagement et la vente de terrain. Nous soutenons ces initiatives, naturellement, dans la mesure où elles favorisent l'installation d'entreprises locales et la création d'emplois. Légumerie, le budget annexe pour une légumerie en régie, ça correspond à une logique de relocalisation et de soutien à l'agriculture locale qui est en phase avec nos valeurs, même si j'ai vu qu'il y avait quand même un déficit de 27 000 €, sauf erreur de ma part. Enfin bon, ça peut passer. Après, il y a toutes les dépenses critiquables. Il y a toutes ces dépenses européennes et écologiques. Le budget ne mentionne pas explicitement les contributions à l'UE. Mais je critiquerai un peu la dépendance aux subventions européennes ou aux projets écologiques coûteux. La voie verte, 1,2 million, surtout si sont la contrepartie d'exigences écologiques européennes. Parce que c'est toujours pareil, on reçoit de l'argent de l'Europe, mais comme on l'avait dit pour les agriculteurs, en fait, c'est notre argent qu'on nous redistribue en partie. L'environnement, 400 000 € pour la GEMAPI, la gestion de l'eau, la gestion des milieux aquatiques, voilà. Et 200 000 € pour les eaux fluviales. On pourrait juger ces dépenses excessives si elles ne sont pas strictement liées à des protections des populations locales. Alors, je me demande, par exemple, vous en avez parlé, pourquoi le Codo noie les caves du quartier de Pombonne. Alors c'est une simple question, hein. Peut-être qu'on pourra me répondre occasionnellement. Pourquoi le Codo noie les caves du quartier de Pombonne alors qu'il existe un canal de dérivation avec un petit barrage, je crois que c'est rue de Montesquieu, qu'il n'est pas en fonction de délestage. Il paraît qu'on ne peut rien faire, soit le canal est encombré, soit il ne s'ouvre plus, c'est une question. Moi, je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'il y a peut-être une raison. Hein.
Les associations, et j'en aurais terminé, bon, presque 700 000 euros de subventions aux associations, on n'est pas contre le principe, à condition qu'elles soient strictement apolitiques. Or, ce n'est pas le cas de toutes, je vous le dis. Comité départemental du tourisme, 600 000 euros, c'est pas mal pour les dépliants. Bon, je sais bien qu'il n'y a pas que les dépliants, il y a aussi le personnel. En période de restriction budgétaire, c'est quand même pas mal. Culture et sport, 200 000 euros pour la rénovation du ROC et 330 000 pour la culture, c'est quand même pas mal. Équilibre budgétaire et rigueur, la dette, capacité de désendettement en 2 années 82. Bon, c'est une gestion qui semble prudente, mais éventuellement nous critiquerions toute augmentation de la dette pour des projets non essentiels. Et apparemment, des projets non essentiels, si on juge le projet à 10 ans que vous nous avez présenté, on va en voir venir. Épargne brute, 5,8 millions d'euros. Bon, c'est quand même une épargne en baisse par rapport aux années précédentes. Il faut évidemment préserver l'épargne, pardon. Il vous faut peu pour rire, hein. Mais vous riez pas de vos propres... Turpitude. Ah, c'est bien quand on est à 100 contre 1. Alors, il faut préserver l'Espagne. Ah, décidément, je tiens à l'Espagne. Oui. Oui. Socialiste. De son côté. Pour autofinancer les priorités d'investissement de voirie et de sécurité. Alors, les hausses de charges de personnel. Bon, plus de 100 000 euros, c'est dû à la hausse des cotisations retraite. Non, je continue. Je ne suis pas à vos ordres, je ne parle pas souvent, je peux quand même me permettre de le faire et je vais continuer, j'ai fini d'ailleurs. Cette hausse n'est pas compensée, les effectifs 330 agents avec un âge moyen de 46 ans pourraient encourager quelques non-remplacements, de 4 ou 5 départs à la retraite dans les 2 ou 3 ans pour réduire les dépenses. Voilà, sécurité et ordre public, ça peut intéresser, je vous le dis à tout hasard, certains de nos concitoyens. Il n'y a aucune mention explicite d'un budget spécifique, la sécurité publique. Nous critiquons cette absence, surtout dans un contexte de forte insécurité. Oh. Ah bon, c'est un sentiment, la sécurité, pour la plupart d'entre vous, mais vous êtes amoureux de rire. Vous ne connaissez pas la température des Français. On est à Bergerac. Alors, dans un contexte de forte insécurité, ça manque quand même, voilà. Bon. Alors bon, voilà, écoutez, donc moi je ne peux pas, je vote contre ce budget. Très bien. Voilà, je vous remercie de votre bienveillante attention. Monsieur Cornet, vous nous avez fait par moments rire. Oui. Mais vous nous avez aussi plombé par moments aussi. Je suis très satisfait de savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, d'un côté, les gens ne peuvent pas nous voir parce qu'on a un défaut technique sur Facebook. Et quand même, dire que les places en crèche et un centre de loisirs peuvent être affectées uniquement aux Français, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'aurais bien aimé que les gens du Bergeracois l'entendent. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Vous montrez votre vrai visage. Pas toujours prendre les choses. Je vous ai écouté, écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous montrez votre vrai visage. Vous montrez votre vrai visage. C'est une catastrophe, monsieur Cornet. Ce n'est pas drôle. Alors, l'Espagne, ça c'était drôle. En plus, vous dites des contre-vérités. Vous dites des contre-vérités. L'épargne brute n'est pas en baisse. L'épargne brute est en hausse. Sinon, l'épargne baisse. L'épargne nette serait lui aussi en baisse. Faut un moment, il faut réviser avant de venir lire votre papier. Il faut réviser le matin, vous révisez. Déjà, ça vous évitera de parler d'Espagne plutôt que d'épargne. 2 fois, pas 3 fois. On a bien compris que vous étiez contre. Vous avez été obligé quand même de reconnaître la bonne gestion de notre budget, malgré, dans votre intervention, beaucoup de contradictions. D'un côté, c'est bien, mais on est contre. De l'autre côté, ça vous gêne parce qu'on fait des efforts sur la santé et que vous êtes obligé de reconnaître que c'est important et qu'on en a besoin. Et puis, de l'autre côté, vous dites que les médecins peuvent repartir. Mais arrêtez de dire tout et son contraire. C'est pas drôle.
c'est pas drôle. Restez sur la géographie et l'Espagne, là vous nous faites rire, mais sur le reste, abstenez-vous parce que c'est pas drôle du tout. Écoutez, excusez-moi de cette intervention, mais je crois qu'à un moment, il faut aussi remettre les choses à leur place. Quand c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Voilà, on peut pas accepter tout et n'importe quoi. Tout ce que j'ai dit était sérieux. Écoutez, Y a-t-il d'autres interventions en Espagne, mais rire bêtement de choses. Voilà. Vous voyez, ça c'est la technique, on peut couper le micro et ça nous fait, c'est avec grand plaisir que je le fais. Y a-t-il d'autres interventions? On vous a laissé parler, on vous a laissé parler, on vous a laissé parler. C'est bon. Y a-t-il d'autres interventions sérieuses? J'ai pas de respect à avoir pour des gens qui n'ont pas de respect pour moi. Quand vous dites que je suis drôle et que je suis drôle, vous ne pouviez pas me ressembler, moi je prends ça aussi pour du manque de respect, mon cher ami. Bah oui, je respecte pas vos propos, c'est pas la personne. Je parlais des propos, j'ai pas parlé de M. Cornet. J'ai dit que vous n'étiez pas drôle quand vous parliez d'Espagne. Si, sur l'Espagne, vous étiez drôle. Quand vous avez parlé, justement, vous avez parlé de la... C'est du racisme, M. Cornet. C'est du racisme, c'est de ça dont on parle. Vous n'êtes pas drôle. Voilà, c'est ces propos que je condamne pas la personne. Écoutez, voilà, je pense que l'incident est clos. Excusez-moi, encore une fois, c'est le dernier conseil communautaire. J'ai été un peu irrité par votre position. Ça me dérange pas, et ça m'arrange. Eh bien, tant mieux. Écoutez, pas de souci, pas de souci. D'autres interventions, il n'y en a pas. Il faut préciser, est-ce qu'ils votent tous les budgets contre ou que le BP, les annexes? Moi, je pense qu'ils votent contre tout. Hein. Tous les budgets. Oui, voilà. On n'est pas déçus. On n'est pas déçus. On n'est pas déçus. D'autres interventions, il n'y en a pas, chers collègues? Merci. Du coup, est-ce que quelqu'un est contre? Monsieur Cornet. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Écoutez, je vous remercie pour cette quasi-unanimité que je prends pour une unanimité quasi. Merci beaucoup. Merci à Jacques pour le travail. On passe au dossier suivant. On va parler de l'EPIC Caix-Cyrano avec une subvention annuelle de fonctionnement. Olivier, tu as la parole. Merci Président. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, attribution de la subvention annuelle de fonctionnement à Caix-Cyrano. Donc vu les statuts de la communauté d'agglomération bergeracoise, au terme desquels la communauté d'agglomération bergeracoise est compétente pour la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. Vu la délibération numéro 2024-044 en date du 2 avril 2024 approuvant la convention d'objectifs et de moyens passée entre la CAB et l'EPIC Caix-Cyrano pour une durée de 3 ans, conformément à l'avenant numéro 1 de la Convention d'objectifs et de moyens, et plus précisément au second paragraphe de l'article 4, l'attribution annuelle de la subvention de fonctionnement est fixée pour chaque année par délibération du Conseil communautaire, en regard notamment du budget prévisionnel et du compte administratif de l'année précédente. Pour l'exercice 2026, le montant proposé au Conseil communautaire s'élève à 270 000 €. Les modalités de versement sont celles énoncées dans le même paragraphe. Donc il nous est proposé d'approuver la subvention annuelle attribuée à l'EPIC Caix-Cyrano pour un montant de 270 000 € et autoriser le président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Olivier. Y a-t-il des questions et des remarques? Il n'y en a pas? Bon, écoutez, on peut saluer quand même le travail qui est fait à l'EPIC, puisqu'avec les amplitudes d'ouverture qui sont très, très importantes, ce qui permet de promouvoir notre territoire, et c'est vraiment de soutenir la viticulture, c'est aussi l'essence même de ce lieu. On est dans l'économie. C'est comme tout à l'heure, la subvention au CDT, c'est de l'économie, puisque c'est justement la promotion de l'aéroport. Donc on est vraiment dans l'économie du territoire. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Monsieur Cornet, vous n'êtes pas contre? Personne ne s'abstient? Adopté à l'unanimité. Écoutez, voilà. On vous a convaincu. Olivier vous a convaincu, c'est bien Olivier, félicitations. On va poursuivre avec la SPL
Cyrano et la clôture enfin de liquidation de la société. Effectivement, donc les 4 actionnaires de la SPL Quai Cyrano, à savoir la communauté d'agglomération bergeracoise, la communauté des communes Bastide, Dordogne, Périgord, la communauté de communes Montaigne, Montravel et Gurson et la communauté de communes Porte Sud de Périgord ont été réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 janvier 2026 sur convocation du liquidateur afin de délibérer sur les comptes définitifs de liquidation et ainsi constater la clôture de la liquidation. Pour mémoire, la société a été constituée aux fins d'assurer le développement et la promotion du tourisme et de l'onotourisme et de la culture autour notamment des savoir-faire du territoire et des acteurs locaux. Donc, par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2024, il a été décidé de dissoudre de manière anticipée la société, celle-ci n'ayant plus d'objet social suite à la création de l'EPIC, donc Quai Cyrano. Cette assemblée a nommé M. Philippe Perrin en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation à compter du 31 décembre 2024. L'ensemble des opérations de liquidation se sont déroulées sur une durée de 13 mois. L'Assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2026, dont le procès-verbal était joint en annexe, a approuvé le compte définitif de liquidation, faisant ressortir un solde positif de 89 750,13 € avant le remboursement du capital social de 119 600 €, soit un maladie de liquidation de 29 850 €. Le solde de 89 750,13 € permet de rembourser les apports des actionnaires à hauteur de 19,51 € pour chaque action d'une valeur nominale de 26 € suivant le pourcentage du capital détenu. Voilà. Ainsi, pour la communauté d'agglomération bergeracoise, le remboursement est égal à 83 311,53 €, représentant 92,83% du solde réparti, générant ainsi une moins-value égale à 27 708,47 €. Cette moins-value sera constatée dans le compte 2026 de la CAB, le remboursement ayant été réalisé le 3 février 2026. Donc il nous est proposé de prendre acte de la moins-value sur le remboursement du capital détenu dans la SPL à l'issue de la clôture de liquidation et de prendre acte de la clôture de la liquidation de la SPL Quai Cyrano. Merci Olivier. Y a-t-il des questions? Bon, on arrive à l'épilogue de ce feuilleton de la dissolution de la SPL, de la SEM, pardon, de la SPL pour l'EPIC. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci beaucoup. On va pouvoir passer à quelque chose de plus sportif. Tour de France, Jean-François. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts de la communauté d'agglomération bergeracoise et notamment ses compétences en matière de développement économique, de promotion du tourisme, dont la création et la gestion d'offices de tourisme, l'aménagement de l'espace communautaire, les actions de communication et de promotion du territoire. Vu le projet de convention de partenariat à intervenir avec la société Amaury Sport Organisation, organisatrice du Tour de France. Considérant que le 11 juillet 2026, la 8e étape du Tour de France reliera Périgueux à Bergerac avec une arrivée à Bergerac traversant 28 communes de la Dordogne. Considérant que le Tour de France constitue le 3e événement sportif mondial en termes d'audience médiatique, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, et qui représente un levier exceptionnel de visibilité, d'attractivité touristique et de retombées économiques pour le territoire. Considérant l'intérêt communautaire que présente cet événement au regard des compétences de la CAB en matière de promotion touristique, de valorisation du territoire, de développement économique et d'attractivité, considérant la volonté conjointe des collectivités territoriales concernées, sous l'impulsion du département de la Dordogne, de conclure une convention de partenariat unique avec ASO afin d'assurer la coordination technique, administrative, financière et promotionnelle de l'événement. Le 11 juillet 2026, le Tour de France traversera le département de la Dordogne entre Périgueux et Bergerac. Bergerac sera vite arrivé de la 8e étape, offrant au territoire communautaire une exposition médiatique nationale et internationale significative, par le biais des chaînes de télévision, de la radio, de la presse écrite, environ 450 journalistes accrédités,
ainsi qu'un afflux important de visiteurs et de suiveurs. Cet événement constitue une opportunité majeure de valorisation des paysages, du patrimoine, de l'offre touristique et des savoir-faire locaux de la Dordogne et plus particulièrement du territoire bergeracois. La contribution financière globale sollicitée par ASO pour l'organisation de cette journée en Dordogne s'élève à 240 000 € hors taxes, répartis entre les différentes collectivités partenaires, dont le département de la Dordogne, la ville de Périgueux, la ville de Bergerac pour 47 500 € hors taxes, la communauté d'agglomération bergeracoise pour 40 000 € hors taxes, dont 22 500 hors taxes versées après service fait, c'est-à-dire le 13 juillet, l'Office de tourisme intercommunal du Grand Périgueux, l'Office du tourisme Sarlat Périgord-Noir, la communauté de communes Vallée de l'Homme, l'Office de tourisme Périgord-Noir Vallée d'Ordogne, la communauté de communes des Bastilles d'Ordogne-Périgord et enfin la communauté de communes Terrassonnais au Périgord-Noir. La Convention définit les engagements respectifs des parties en matière technique, logistique, financière, de communication et de promotion. Au regard de ses compétences statutaires et de l'intérêt communautaire attaché à la promotion et à l'attractivité du territoire, il apparaît justifié que la CAB participe financièrement à l'organisation de cet événement. Nous sommes donc invités à approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec ASO pour l'organisation de l'étape du Tour de France du 11 juillet. Inscrire au budget primitif 2026 la somme de 40 000 € hors taxes correspondant à la participation financière de la communauté d'agglomération bergeracoise et aussi autoriser le président à signer la dite convention ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. J'ai mis le grand braquet. Merci Jean-François. Bon, comme vous le savez, c'est un événement particulier qui va venir justement se ponctuer ici à Espace Étincelle. Donc c'est vrai que ça permettra aussi de mettre en valeur notre site. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est un point important, c'est la demande de classement de l'Office du tourisme en catégorie 2. Et c'est Pascal Prévost qui nous rapporte ceci. Merci Président, bonne soirée à toutes et à tous. Quai Cyrano a entrepris d'adopter une démarche qualité qui permet aux offices de tourisme d'obtenir la marque Destination Excellence. C'est la continuité du travail effectué par les équipes depuis plusieurs années. Parmi les 200 critères, Quai Cyrano, pour obtenir ce label, Destination Excellence, doit et a obligation d'être préalablement classé par la préfecture en tant qu'office de tourisme. Considérant que la demande de classement doit être effectuée par la collectivité locale dont dépend l'OT, donc la CAB, le classement de l'Office du tourisme en catégorie 2 permettra à toutes les communes de la zone de compétence, donc l'agglomération, la CAB, et Montaigne-Moravec-Lurson, d'obtenir la dénomination de commune touristique. Le classement en catégorie 1, qui est le classement suivant, permet, pour info, et pour les communes classées en commune touristique, de prétendre au classement station de tourisme. Les critères fixés sont déclinés en 9 chapitres. Je vous les énonce très brièvement. L'office de tourisme et les périodes et horaires d'ouverture cohérents, l'information accessible à la clientèle étrangère, l'information touristique collectée qui doit être exhaustive, les supports d'information, l'office de tourisme doit être à l'écoute du client, disposer de moyens humains pour assurer sa mission, assurer un recueil statistique et enfin mettre en œuvre la stratégie touristique locale. Cette démarche pourra permettre à la commune de Bergerac, mais pas uniquement à la commune de Bergerac, de débuter un processus de labellisation en vue d'obtenir la dénomination commune touristique.
Nous proposons donc aux membres du Conseil communautaire d'approuver la demande de classement de l'Office de tourisme en catégorie 2 afin que la CAB puisse candidater auprès des services de l'État. Merci Pascal. Bon, on voit bien que c'est un classement important qui ouvre pas mal de possibilités et d'opportunités. Donc, pas que pour Bergerac d'ailleurs, c'est important de le rappeler. Donc, c'est important de candidater pour l'obtenir. Y a-t-il des questions, des remarques? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Écoutez, adopté, merci beaucoup. On va parler d'une convention de partenariat avec la résidence des Jardins d'Arcadie pour l'hébergement de professionnels de santé. Olivier Calopin. Eh bien, merci Président. Donc effectivement, la CAB peut se heurter par moments à des difficultés de proposition d'hébergement pour des professionnels de santé qui seraient vacataires sur le territoire, soit pour des remplacements ou pour des périodes un peu plus longues pour venir aider les professionnels de santé sur nos territoires. Nous avons rencontré les Jardins d'Arcadie et nous proposons de conventionner avec eux pour permettre d'avoir à disposition des logements T3 et T2 meublés de manière à ce que nous puissions, dans la mesure où ces logements sont disponibles, les proposer en priorité aux professionnels de santé qui en auraient besoin et qui pourraient, pour une ou plusieurs nuits, pouvoir trouver un logement facile sur le Bergeracois. Donc il n'y a pas de location permanente de ces logements, c'est juste à la demande lorsque nous aurions besoin de pouvoir proposer ces logements. Donc il nous est demandé d'approuver la convention de partenariat avec la résidence des Jardins d'Arcadie pour l'hébergement de professionnels de santé et d'autoriser le président à signer la dite convention. Merci Olivier. Bon, évident que c'est un complément en anticipant la réalisation des logements aux Blanquise, puis un complément si on n'en a pas assez. Vous voyez, c'est juste pour pouvoir faire face à des surcroît de demandes, le cas échéant, de manière temporaire ou transitoire. Y a-t-il des questions? C'est clair pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, merci beaucoup. On reste sur les subventions à la PTS. Olivier. Oui, merci Président. Donc toujours dans l'esprit de pouvoir, dans notre politique, de pouvoir améliorer l'accès aux soins et surtout de pouvoir favoriser le soin en Bergeracois, par courrier en date du 20 janvier 2026, le directeur de l'EHPAD La Madeleine à Bergerac a sollicité la CAB pour l'attribution d'une subvention de 10 000 € dans le cadre de la plateforme territoriale solidaire, donc la PTS de la Dordogne. La PTS, créée en 2021, soutient le recrutement et la fidélisation de professionnels du grand âge. Donc pour 3 axes, son objectif est d'accompagner les structures EHPAD et SAD, réduire l'absentéisme et sécuriser les parcours professionnels. Donc sur 3 axes, l'accompagnement des personnes pour intégrer les métiers du grand âge. Avec son pôle insertion, la PTS 24 accompagne chaque personne qui souhaite découvrir ou rejoindre ces métiers. Créer un réseau territorial de partenaires pour relier l'emploi, la formation et l'accompagnement. Donc la PTS agit au cœur d'un réseau de partenaires institutionnels et locaux qui partagent une ambition commune, favoriser l'emploi, la formation et l'insertion dans le secteur du grand âge. Autre axe, accompagner les employeurs dans leurs projets de ressources humaines. Donc face aux tensions de recrutement qui touchent le secteur, la PTS 24 agit comme un trait d'union entre les employeurs et les candidats et les acteurs de la formation. Les enjeux sont particulièrement marqués sur le territoire bergeracois au regard du vieillissement de la population et des biens croissants en accompagnement à domicile et en établissement. Donc il nous est proposé d'approuver le versement d'une subvention de 10 000 € à la plateforme territoriale solidaire de la Dordogne au titre de l'exercice 2026. Cette subvention touche à un point particulièrement sensible. Il s'agit du recrutement dans ces domaines-là. Je crois que tous les domaines des services à la personne, notamment de l'aide à l'enfance aussi, et tous ces services-là sont des domaines où il est difficile de recruter. Et donc la mise en réseau et les moyens de communication qui permettent d'être le plus performant possible sont importants pour nous. C'est la raison pour laquelle on proposait d'accompagner financièrement ce travail. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Merci pour eux et pour le travail qu'ils font. Pardon, Olivier.
Je voudrais juste profiter de cette présentation des délibérations qui est la dernière pour moi en tous les cas sur ce mandat, et on verra ensuite ce qu'il en sera. Le travail n'est pas fini pour nous élus communautaires. Nous travaillerons jusqu'à l'installation du prochain conseil communautaire, bien entendu, mais je voudrais profiter pour quand même remercier l'ensemble de personnes qui ont travaillé avec moi sur ce mandat. Nous avons connu un début de mandat particulier avec la pandémie qui nous a obligés à travailler avec des instances avec lesquelles nous ne travaillions pas habituellement, mais aussi remercier le président pour sa confiance qu'il m'a accordée sur cette mission de l'accès aux soins. Remercier aussi l'ensemble des collègues communautaires, puisque dans différents portefeuilles, nous travaillons ensemble. Ça peut être le transport, ça peut être le numérique, ça peut être l'enfance et la jeunesse, ça peut être l'urbanisme aussi pour aider aux professionnels de santé à se loger sur le territoire. Je souhaite bien entendu remercier l'ensemble des agents, plus particulièrement les agents qui travaillent avec moi au quotidien. Christophe qui gère le pôle santé, Philippe qui a travaillé avec moi en tant que chargé de mission sur une partie du mandat, Sylvie et Catherine en secrétariat sur l'ensemble des services, mais aussi le service santé, et Émilie, donc chargée de mission actuelle, qui m'accompagne, je vais dire quasiment au quotidien, pour pouvoir vous proposer et nous aider sur le maintien de l'accès aux soins. Je veux compléter mes remerciements avec les instances qui gravitent autour de la CAB, le département de la Dordogne, avec qui nous échangeons régulièrement et nous pouvons travailler ensemble sur des journées, et notamment sur la fac de Limoges. Les instances de l'État, la Caisse primaire d'assurance maladie, toujours présente lors des soirées des internes notamment, l'ARS qui nous guide et qui nous guide, oui, plus particulièrement, puisque c'est l'arbitre de la santé sur les choix que nous devons faire. Les services de l'État, je citerai bien sûr monsieur le sous-préfet, puisqu'il chapeaute l'ensemble. Les hôpitaux, Vauclair et Samuel Posy, donc les deux, monsieur Labatte et madame Casamajour pour les deux directions. Et remercier la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, qui est un vrai partenaire, donc Laetitia et Vincent, sans qui nous ne pourrions pas développer, nous ne pourrions pas travailler comme nous le faisons aujourd'hui. Mais à travers eux, c'est l'ensemble des professionnels de santé du Bergeracois que je souhaite vraiment remercier pour leur patience, pour leur contribution, pour les aides et pour l'écoute qu'ils ont pu nous apporter tout au long de ces années. Et j'espère en tous les cas que collectivement, parce que c'est vraiment le terme que je veux choisir, collectif, que ce soit élus, agents ou instances, collectivement, nous avons pu, je l'espère en tous les cas, faire le maximum. Nous avons fait le maximum et j'espère que nous avons pu maintenir à flot l'accès aux soins sur notre territoire pour nos concitoyens. Et je profite de ce 2 mars, puisque nous sommes au mois de mars, donc mars bleu. L'accès aux soins, la santé, c'est aussi la prévention. La prévention en mars, c'est tous les dépistages pour les cancers colorectaux. Donc je vous invite à vous dépister et à faire en sorte que ce premier geste de soin, qui est la prévention, puisse limiter les formes graves de quelques maladies que je ne vous souhaite pas. Voilà, c'était juste un petit mot que je souhaitais vous dire ce soir. Merci. Merci Olivier. Merci beaucoup pour tous les services et l'esprit communautaire que tu as bien incarné toi aussi pendant ce mandat. C'est important pour nous. Le point suivant, il s'agit de l'adhésion à la CAB, au groupement de commande pour la fourniture de ressources numériques au sein de la médiathèque numérique départementale. Serge, tu as la parole. Merci Président. Il s'agit de modifier une délibération que nous avons prise le 2 février dernier, qui approuvait l'adhésion de la CAB au groupement de commande qui concerne donc la fourniture de ressources numériques. Le retrait de la ville de Périgueux modifie évidemment cette convention et il est proposé au Conseil communautaire d'approuver à nouveau l'adhésion à ce groupement de commande. Je rappelle que la médiathèque numérique départementale a pour objet de proposer aux usagers du département des ressources numériques accessibles 24 heures sur 24. La passation de ce marché va être confiée à un groupement de commande composé du conseil départemental donc et de la communauté d'agglomération bergeracoise. Et la convention proposée désigne le conseil départemental comme coordonnateur du groupement chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations nécessaires à la consultation. Voilà, donc il est proposé aux membres du conseil communautaire d'approuver cette adhésion de la CAB à ce groupement de commande et d'autoriser le président, évidemment, à signer la dite convention. Merci Serge. Pas de questions, j'imagine. On peut signer cette convention. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. On poursuit avec l'avenant entre l'EPF, la commune de Bergerac et la CAB sur
l'action cœur de ville et les actions qui ne sont pas complètement terminées. Christian Bordel. Oui, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, il s'agit de l'avenant numéro 2 à la convention opérationnelle entre le PFNA, la commune de Bergerac et la commune d'agglomération. Donc, il y a eu une convention qui a été signée le 9 janvier 2018, tripartite, pour la revitalisation du centre-ville de Bergerac, effectivement, dans le cadre aussi du plan centre-ville. Vu l'avenant numéro 1, il y a déjà eu un avenant le 26 avril 2025, afin d'élargir le périmètre d'intervention. Et la fin de la convention, normalement, est fixée au 11 juillet 2026. Or, nous avons encore 3 opérations sur Bergerac, le secteur Moulin de Pile, l'îlot Bourg-Barreau et le secteur de Pombonne. Donc, 2 ne sont pas encore terminés. L'opération Moulin de Pile, nous allons la solder en 2026, dont elle a permis l'acquisition de 2 bâtiments démolis. Et nous avons donc réalisé une place végétalisée à la place qui fait la satisfaction de tous ceux qui pratiquent cet endroit. Il y a l'opération Bourg-Barreau, donc la porte, c'est un îlot en centre-ville composé d'immeubles et garages très dégradés, qui est très compliqué, rue Bourg-Barreau, rue Jouan et Grand Rue. Donc le PFNA nous a bien aidé parce qu'elle a surtout acquis des parcelles qui étaient très difficiles à acheter, donc ça c'est réalisé. Mais là nous sommes en train de regarder les bâtis et nous avons des problèmes de solidité et de réhabilitation, donc il faut encore travailler sur cet îlot dont les travaux n'ont pas encore commencé et les solutions donc restent encore à trouver. Le montant engagé à ce jour pour l'opération Bourg-Barreau est de 544 137,91, des dépenses restant à être engagées, donc c'est une opération qui bénéficiera du fonds friche à hauteur de 300 000 €. Et enfin, le secteur de Pombonne, dont le PFNA a acquis route de la Brunetière 6 parcelles en zone AUT-NN pour un futur projet d'hébergement touristique. Le prix de cession à horizon 2028 a été estimé à 713 517,16. L'usufruit des fonciers du secteur a été cédé à la commune dans la dernière délibération du 5 février et la vente à la vide se fera donc sur 3 ans. C'est pour ça que nous proposons un avenant pour proroger la durée de la convention, donc du 11 juillet 2026 au 31 décembre 2028 pour permettre de finaliser donc au moins 2 opérations sur les 3. Le conseil municipal de Bergerac du 5 février a approuvé le présent avenant donc dernièrement. Donc les membres du conseil communautaire sont invités à approuver l'avenant numéro 2 à la convention opérationnelle d'action foncière entre la ville de Bergerac, la communauté d'agglomération et l'établissement public Nouvelle-Aquitaine et autoriser le président à signer cette convention. Merci Christian. Pas d'objection à cet avenant. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Ok, merci beaucoup. On va parler d'une subvention à l'association d'irrigation LASA de Lamonzie-Gardonne, qui se trouve sur la commune de Gardonne. Et c'est Christophe Gauthier qui remporte ce dossier. Merci, Président. L'association de Lamonzie-Gardonne, établissement public administratif dont le siège est situé à la mairie de Gardonne, est une des actrices clés de l'irrigation collective. Elle dispose de moyens réglementaires forts lui permettant de constituer des périmètres d'irrigation, d'y installer et gérer des ouvrages nécessaires. L'association rayonne sur 5 communes, Lamonzie, Gardonne, Gajac, Razac-Sausignac, Sausignac, et regroupe 40 exploitations agricoles réunies sur ce réseau collectif avec 350 hectares irrigués en agriculture biologique ou non. La CAB est adhérente du réseau pour des parcelles situées à Gardonne et les communes de Razac, de Sausignac, de Lamonzie, Saint-Martin et Gardonne également adhérentes. Le réseau a été mis en service en 1986 et une première modernisation a été réalisée en 2012. Étant donné la vétusteté des prises d'eau sur certains secteurs, il est nécessaire de poursuivre cette modernisation, d'assurer la sécurisation de l'alimentation en eau et la maîtrise des coûts énergétiques. Il est proposé à la CAB de verser une subvention à hauteur de 20 000 € à l'association dans le cadre de ses actions menées en matière d'irrigation. Les membres du conseil communautaire sont invités à autoriser la CAB à accorder une subvention de 20 000 € à l'association Lamonzie-Gardonne pour l'année 2026 et autoriser le président à signer la dite convention. Merci Christophe. Il s'agit d'une manière très concrète d'aider l'agriculture. Voilà, on soutient de manière forte ce syndicat, enfin, cette association d'irrigants qui en a bien besoin et qui permet de faire perdurer des productions agricoles sur notre territoire. L'irrigation fait partie
des leviers forts qui sécurisent ces productions. Et je crois que c'est tout à fait légitimement qu'on vous propose cette participation. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à ça? Personne? Oui, Thierry, pardon. Oui, moi je voulais remercier le président et lorsqu'avec René Vicentini nous avons été sollicités par cette association, on est adhérents bien sûr dans cette association qui font un travail remarquable tout le long de l'année, enfin du mois d'avril jusqu'au mois de fin octobre, puisqu'après le circuit est coupé durant l'hiver. Mais c'est un travail, quand le réseau est en service, c'est un travail de tous les jours, de suivre l'ensemble des bouches d'irrigation, les doléances des agriculteurs et surtout cette association permet d'irriguer et même avec les problématiques de sécheresse qu'on a pu connaître ces dernières années, il y a toujours de l'eau pour irriguer nos cultures et apporter donc un bien qui est l'eau à nos paysans, enfin à nos agriculteurs. Le maire de Gardone, avant de partir, voulait aussi te remercier, Frédéric, puisqu'on est aussi ensemble dans cette association. Remercier aussi la région qui a contribué. La région a contribué puisque c'est quand même une somme très importante et on apporte quand même une belle somme de 20 000 euros sur 180 000 euros d'investissement. Et c'est vrai que c'était une pompe, aujourd'hui un point de pompage qui est situé à Lamonzie-Saint-Martin, qui avait été inauguré en 1986 par Bernard Biulac à l'époque, et c'était à l'époque des pompes toutes neuves, mais vous voyez, depuis, ça va faire 40 ans, donc il est temps de rénover ce matériel pour qu'il puisse irriguer nos terres de nos agriculteurs. Et cette association date de 1977, qui a été créée en 1977, entre les communes de Lamonzie-Gardone et ensuite les autres communes, Razac, Saucignac et Razac de Saucignac, Saucignac et Gajac-Rouillac. Voilà. Donc merci à la CAB d'aider cette association. Pas d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. On va vendre un terrain sur la zone de l'Anxade. Jonathan porte ceci. Merci. Il s'agit simplement d'une modification, puisqu'on avait déjà délibéré au mois de décembre concernant la cession de ce terrain. Simplement, il y a lieu de rajouter administrativement quelques petites notions sur le terrain cadastré SD numéro 532, la superficie 2040 m² environ. On est bien sur la commune de Prégorieux, sur la zone d'activité de l'Anxade. Pas d'objection, j'imagine. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. On va terminer ce conseil communautaire par une délibération concernant le grand cycle de l'eau. Il s'agit d'une modification statutaire proposée par le SMDE 24. Justement, cette modification statutaire ne nous paraît pas correspondre à notre conception de l'équité au niveau de la représentation. Donc voilà, la CAB s'estime sous-représentée, de la même manière que le Grand Périgueux. C'est d'ailleurs à travers les deux présidents des deux syndicats auxquels nous appartenons, le SMAEP pour notre part et le Haut-de-Cœur pour le Grand Périgueux, que nous sommes allés contester auprès de Madame la Préfète, justement la modification de ces statuts. Et c'est un élément administratif constitutif de notre désaccord que nous proposons ce soir pour justement montrer notre désapprobation pour ce non-respect de notre représentation au sein de ce syndicat. Voilà. Je ne suis pas prêt à répondre à des questions s'il y en a, mais je crois que c'est assez clair. Hein. Voilà, par rapport à tous les autres syndicats du département, nous sommes lésés par rapport à cette représentation qui est présentée au SMDE. Donc nous vous proposons de la contester pour qu'on retrouve quelque chose de plus conforme à l'équité dont je vous ai parlé précédemment. Pas de questions? Personne n'est contre? Non. Contre la contestation? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Écoutez, on ne va pas prolonger cette soirée à cet endroit. On pourra continuer à discuter
à l'extérieur, en partageant un verre de l'amitié. Je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour le travail effectué tout au long de cette mandature. Écoutez, une étape importante nous attend le 15 mars pour la plupart, ceux qui souhaitent en tout cas continuer, et que surtout survive l'esprit communautaire, parce que c'est bien ça dont il s'agit dans cette instance, de manière à pouvoir travailler collectivement. Vous le savez, on est vraiment dans le cadre d'un outil au service de notre territoire et de nos communes. J'espère que nous avons pu en bénéficier. Je vous donnerai dans les jours qui viennent, Laurent a fait un travail très intéressant, c'est la répartition par habitant de ce que la CAB a fait sur notre territoire. Donc vous verrez, c'est assez surprenant quand vous le recevrez, parce que ça montre en fait que malgré tout, il y a une bonne répartition par habitant de la participation communautaire, et que les petites communes, du coup, la péréquation que nous souhaitions a bien été prise en compte, et ça se voit dans les chiffres. Donc voilà, l'esprit communautaire, je crois, a été respecté, et le pacte réciproque entre la ville-centre et les communes me paraît bien équilibré, et je trouve que c'est une des garanties que nous devrons, ou nos successeurs devront poursuivre pour bien faire avancer notre territoire de manière apaisée. Et on parlait d'équité lors de la précédente délibération, mais que l'équité soit respectée aussi, avec les opportunités évidemment qu'offre chacune de nos collectivités. En attendant, merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous, et bon moment démocratique le 15 mars à tous. Et le 22 aussi.